Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce vendredi 5 février, la Turquie a déclaré que les frappes aériennes russes intensives près d'Alep poussent des dizaines de milliers de réfugiés vers la frontière turque. Le Premier ministre turc a fait cette remarque à la suite de l'échec des pourparlers de paix à Genève entre le gouvernement et l'opposition. La campagne militaire menace à présent d'éclipser la conférence humanitaire de Londres où les dirigeants mondiaux se sont réunis pour verser 9 milliards de dollars d'aide. Les troupes gouvernementales syriennes avancent dans la ville d'Alep, menaçant un siège des forces rebelles dans la deuxième plus grande ville syrienne. Les frappeurs russes soutiennent les troupes gouvernementales sur le terrain. C'est dans ce contexte que les dirigeants mondiaux se sont rassemblés lors d'une conférence humanitaire à Londres. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi y est présent. Au lendemain de l'échec des pourparlers de paix à Genève, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé les bombardements russes d'aggraver la situation. La situation sur le terrain s'aggrave, elle ne s'améliore pas. La souffrance de la Syrie s'accroît, elle ne diminue pas. Si le peuple est réduit à se nourrir d'herbes et de feuilles et de tuer des animaux errants pour survivre au jour le jour, c'est un fait qui devrait éveiller la conscience de toute personne civilisée. Nous avons tous une responsabilité dans ce conflit. Selon le Premier ministre turc, l'action militaire a poussé plus de 70 000 réfugiés vers la frontière turque. De 60 à 70 000 personnes dans les camps au nord d'Alep se déplacent vers la Turquie. Maintenant, mon esprit n'est pas à Londres, mais à nos frontières. Comment relocaliser ces nouveaux arrivants syriens ? La conférence d'aide à Londres a commencé quelques heures après l'échec des pourparlers de paix à Genève. La chancelière allemande a demandé au président syrien Bachar al-Assad d'arrêter les actions militaires. Nous devons nous assurer que le rapport des pourparlers entraînera une amélioration de la situation humanitaire en Syrie afin de réaliser un cessez-le-feu. Le peuple s'y attend et nous demandons à tout le monde d'encourager le processus politique, en particulier le régime d'Assad. Dans ce contexte morose de conflits intensifiés, la conférence d'aide de Londres a tout de même réussi à verser une importante somme d'argent pour venir en aide aux réfugiés syriens. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a quant à lui prononcé un discours lors de la conférence soulignant l'importance d'une solution politique pour résoudre la crise syrienne. Wang Yi a également affirmé que la Chine apportera davantage d'aide humanitaire pour venir en aide à la Syrie et au peuple syrien. Je m'exprime au nom du gouvernement chinois qui souhaite saisir cette occasion pour annoncer que la Chine apportera une aide alimentaire supplémentaire de 10 000 tonnes pour résoudre le problème de pénurie alimentaire en Syrie et dans ses pays voisins. Nous continuerons de faire notre possible pour aider le peuple syrien et les réfugiés à l'étranger afin de résoudre la crise humanitaire et de jouer un rôle constructif dans la résolution politique du problème syrien. Des dizaines de milliers de Syriens fuient leur ville d'Alep. La deuxième principale ville du pays est devenue le théâtre des batailles. Les civils sont à présent assiégés des trois côtés. Les forces du gouvernement soutenues par la Russie dans le sud, les territoires occupés par les activistes de l'organisation État islamique dans l'est et les combattants kurdes dans l'ouest. Dans ce contexte cauchemardesque, de nombreux habitants ont choisi de fuir vers la Turquie. Plus de 260 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit il y a 4 ans. Plus de la moitié de la population a été forcée de quitter leur maison et plus de 4 millions de personnes ont fui dans les pays voisins tels que le Jordanie, le Liban et la Turquie. Le ministère russe de la Défense a dit avoir suffisamment de raisons de penser que la Turquie procédait à des préparatifs intenses en vue d'une invasion militaire de la Syrie. Le porte-parole du ministère Igor Konashenkov a déclaré jeudi que l'armée russe avait enregistré un nombre croissant de signes montrant des préparatifs secrets en vue d'une invasion du territoire syrien.
Il a précisé que des photos prises à plusieurs endroits de la frontière turco-syrienne fin octobre et fin janvier montraient que des infrastructures de transport avaient été construites qui pourraient être utilisées pour déplacer des troupes, des munitions et des armes. Le ministère russe de la Défense a renforcé ses renseignements au Moyen-Orient. Et si quelqu'un à Ankara pense qu'il est capable de cacher quoi que ce soit aux Russes, cette personne n'est vraiment pas professionnelle. Un navire pétrolier détourné par des séparatistes nigérians a été récupéré. La marine du Nigeria a déclaré que la flotte grecque MT Lion Thias s'apprêtait à s'amarrer sur la côte du Bénin. Aucune information n'a été dévoilée sur le sort de l'équipage ou des pirates. Ces derniers avaient saisi le bateau la semaine dernière et menacé de le faire exploser si les autorités refusaient de relâcher le chef des séparatistes en faveur de l'indépendance de Biafra. Ces derniers mois ont été inquiétants pour les autorités nigérianes. Il y a près de 50 ans, la poussée en faveur de l'indépendance du Biafra a entraîné le pays dans une guerre civile, résultant en des millions de morts. Les manifestants demandent à présent la libération d'un ardent défenseur de l'indépendance du Biafra. Nnamdi Kanu est accusé des chefs d'accusation de trahison, de discours haineux et d'incitation ethnique. Chef d'accusation qu'il dénie en bloc. Les deux groupes veulent la même zone, le sud-est du Nigeria. Ensemble, ils posent cependant un problème au gouvernement. Selon certains analystes, les autorités doivent envisager de commencer des pourparlers avec l'opposition. Je pense que le gouvernement doit commencer à engager un dialogue avec les partisans et les chefs en faveur de l'indépendance du Biafra, car cela pourrait avoir un sérieux effet boule de neige. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré que le mouvement séparatiste devrait être arrêté, car cela ravive potentiellement la violence d'une guerre civile, guerre dont il était acteur. Mais les sympathisants ont prétendu que la relance de la cause reflétait tout simplement le mécontentement de la population. Une fois que les personnes se sentent exclues, qu'elles sentent qu'elles ne font plus partie de ce qui se passe, elles pensent à la manière dont elles peuvent s'occuper d'elles-mêmes. Ce conflit consiste justement en une aide autosuffisante. L'armée a déclaré continuer son combat pour arrêter les manifestants en disant qu'ils commettaient des actes de sabotage. Mais les événements de ces derniers jours sur la côte nigériane montrent que les séparatistes ne s'arrêteront pas. L'Afrique du Sud et d'autres membres de l'Union africaine ont soutenu la proposition kenyane visant à un retrait de la Cour pénale internationale à cause de son traitement injuste du continent africain. L'ANC veut sortir de la compétence de la CPI, mais beaucoup pensent qu'une telle décision aurait des conséquences graves. Lors du sommet de l'Union africaine tenu la semaine dernière, de nombreux pays membres ont clairement indiqué vouloir quitter la CPI. Ils ont affirmé que la Cour concentrait tous ses efforts sur les dirigeants africains et l'Afrique du Sud, en estimant que la Cour a perdu son cap. L'Afrique du Sud est en froid avec la CPI depuis que le pays a invité le président soudanais Omar al-Bashir au sommet de l'Union africaine. Ce dernier est recherché par la Cour pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jusqu'à maintenant, aucune décision contraignante n'a été prise et si l'Afrique du Sud décide de quitter la CPI, elle devra déployer son propre processus judiciaire interne. Et les experts ont déjà réfléchi à cette possibilité. Le retrait de l'Afrique du Sud serait très grave pour le pays et sa lutte contre l'impunité des crimes internationaux sur le continent. Si l'Afrique du Sud se retire de la CPI, cela voudrait dire qu'elle devrait annuler et se débarrasser de la loi sur la CPI, ce qui rendrait impossible d'enquêter, de mettre en accusation et de punir les crimes internationaux en Afrique du Sud. De nombreux Sud-Africains pensent que cela serait inacceptable et irait contre les principes de la nation arc-en-ciel. Feu le président Mandela pensait que nous devions rester pour plus de justice. Donc cela pose une question importante à l'ANC.
Cette nouvelle philosophie contredit automatiquement les principes de l'ANC. It raises up a question: why this new political philosophy which contradicts automatically the ANC? I think it would be a pity because it's many of the sort of the things that the ICC. Je pense que ce serait dommage pour différentes raisons, car la CPI défend des principes qui sont ceux qui fondent la nouvelle Afrique du Sud. Et j'espère que ce sera débattu très sérieusement et que la décision ne sera pas prise trop à la légère. L'ANC refuse de s'exprimer sur le sujet. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Le Premier ministre britannique David Cameron a prononcé un discours pour souhaiter la bonne année à tous les Chinois du monde entier. Je tiens à exprimer mes meilleurs vœux à toute personne célébrant le Nouvel An chinois. Ici, au Royaume-Uni, nous ne célébrons pas seulement le début de l'année du singe de feu, mais également la relation croissante entre le Royaume-Uni et la Chine. Les liens de nos pays brillent de mille feux. Dans nos universités où des milliers de Chinois étudient, dans nos affaires où les échanges bilatéraux ont plus que doublé en 5 ans et dans nos villes où les touristes chinois ont choisi de visiter. L'an dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président Xi Jinping et la première dame de Chine au Royaume-Uni pour entretenir l'âge d'or de nos relations. Lors de la visite d'État, première en une décennie, nous avons signé beaucoup d'accords qui nous ont rapprochés. Davantage d'investissements et de recherche, une simplification des démarches pour obtenir un visa. Et cette année, nous ferons notre maximum pour vous en faire profiter. Au Royaume-Uni, nous voyons l'impact des personnes d'origine chinoise grandir de jour en jour, dans nos rues, dans nos hôpitaux, dans nos écoles et au Parlement. La communauté chinoise britannique fait plus que ses marques et d'autant plus cette année. Alors que les lumières s'illuminent, que la parade débute, que la musique se joue, que les familles se réunissent, célébrons ensemble nos réussites et laissez-moi vous souhaiter à tous une nouvelle année pleine de santé et de bonheur. Sinyen Kroile. Les aéroports de Chine connaissent une fréquentation très élevée alors qu'approche la fête du printemps. L'aviation civile chinoise prévoit que plus de 54 millions de personnes vont voyager par avion pendant les jours du Nouvel An chinois, soit 11% de plus que l'année dernière. Les statistiques montrent qu'en plus de Chinois qui retournent dans leur famille, le nombre de touristes voyageant par avion a également beaucoup augmenté. Plus de 520 000 vols auront lieu pendant la fête, soit 7% de plus que l'année dernière. Les destinations les plus en vogue sont des villes côtières comme Sanya et Xiamen. Et de plus en plus de gens partent à l'étranger. Japon, Corée du Sud, États-Unis et Australie sont les destinations les plus favorites. Pendant la fête du printemps, environ 300 millions de passagers voyageront dans toute la Chine par train et la moitié d'entre eux utiliseront des trains à grande vitesse. Avec une vitesse de pointe atteignant plus de 300 km/h, il n'y a aucune marge d'erreur. Notre équipe a visité le plus grand centre d'entretien de trains à grande vitesse du monde pour découvrir comment la sécurité des passagers est assurée. C'est le temps de rentrer au bercail. Et pour ces trains à grande vitesse, c'est le centre de maintenance Hongqiao de Shanghai. Les nuits sont plutôt occupées ici. Environ 70 trains attendent de passer les inspections. Une opération qui prend en moyenne 2h30. Une inspection obligatoire est réalisée après 4000 km ou 48 heures sur les rails. Shanghai reçoit environ le tiers des wagons de trains à grande vitesse du pays. Pendant la période de pointe de la fête du printemps qui dure 40 jours, environ 8 millions de passagers utiliseront des trains à haute vitesse. Leur sécurité est la priorité des mécaniciens qui travaillent ici. Gong Yufeng fait partie du premier contingent d'inspecteurs de trains à haute vitesse qui a débuté en 2008. Ce soir, son équipe de 4 inspecteurs vérifiera 5 trains. Le premier se révèle être un important défi. Le lubrifiant pour le mécanisme des roues a des problèmes. Cela pourrait être causé par les basses températures. Nous allons devoir faire une vidange d'huile et garder des échantillons pour faire d'autres tests et bien sûr ajouter de l'huile. Ce problème, même s'il est mineur, va demander 2 heures de travail supplémentaires. Et considérant que nous sommes en pleine période de pointe de la fête du printemps, le temps est compté. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce train pourra être remis sur les rails demain.
La portion de train à haute vitesse de Shanghai est la plus ancienne et la plus importante de Chine. Près de la moitié de ces 540 trains sont envoyés dans 7 centres d'entretien sur une base quotidienne. Je marche au moins 6 ou 7 km chaque nuit pendant mon quart de travail. Je dois faire la navette constamment, au moins 3 fois pour compléter la procédure de vérification de 4 à 5 trains pendant la nuit. Et c'est la distance minimale quand il n'y a pas de problème majeur. Plus de 70% des départs des gares de Shanghai sont des lignes à grande vitesse, une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. La sécurité et son côté pratique en font le premier choix des passagers, particulièrement ceux qui rentreront à la maison pendant les vacances. Une chaîne de magasins de Shanghai a embauché une dizaine d'étrangers pour qu'ils soient coursiers pendant la fête du printemps. Reportage. Sam Morcock a un nouveau job qu'il a commencé ce mois-ci. C'est un coursier. Il vient du Maroc et a étudié l'économie à l'université Tongji pendant presque 5 années. Mais pour la fête du printemps, il est coursier à mi-temps. Il dit que cela lui permettra de mieux connaître la ville de Shanghai. Parce qu'il n'y a rien à faire à Shanghai pendant ces vacances, personne dans les rues, je m'ennuie. Alors on sort, on rencontre des gens. Si on reste avec des étrangers, on ne parle pas chinois. Mais j'aime parler cette langue. C'est pour ça que je vais chez les Chinois et je leur dis bonjour, comment ça va? Oui, c'est comme ça me plaît. Quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'il se trompait d'adresse. Mais quand j'ai aperçu la poudre de lait, j'ai compris que c'était pour moi. Il souriait et le service était bon. Morcock fait partie d'un groupe d'une quinzaine d'étrangers qui vont travailler dans les quartiers du centre-ville comme Huangpu et Changning. Ils affirment avoir choisi ce travail pour l'expérience, pas pour l'argent. Les coursiers étrangers sont d'une grande aide pendant le Nouvel An chinois, lorsqu'il y a un manque de main-d'œuvre. Chaque fois que je vois une nouvelle adresse sur le colis, c'est comme un défi pour moi. C'est où? Je pense que c'est la meilleure manière de mieux connaître Shanghai. C'est la période de la fête du printemps. Alors j'y vais et je peux voir comment ils fêtent le Nouvel An. Je peux en faire l'expérience. Nous avons une demande pour les coursiers et les étrangers ne forment qu'une partie de l'équipe. Pendant la fête du printemps, la plupart des livraisons sont faites par nos coursiers locaux. Nous en avons plus de 300. Les responsables indiquent que les quelques jours qui précèdent le Nouvel An chinois seront les plus chargés. Un coursier local doit livrer quelques 80 colis par jour. Les coursiers étrangers, eux, doivent en livrer 15 par jour. Les riches chinois ne font pas que protéger leurs actifs financiers, ils protègent également leur propre personne. L'augmentation du nombre d'individus fortunés dans le pays a ouvert le marché de la sécurité privée à davantage d'entreprises de sécurité et à davantage de gardes du corps. On ne plaisante pas avec ces gars-là. Ils suivent une formation pour devenir garde du corps. Ce centre d'entraînement situé dans la banlieue de Beijing et créé en 2011 est né de la volonté de Xin Yang, un ancien instructeur militaire en arts martiaux. Au Collège international de défense et de sécurité, nous offrons 3 genres de formation. La première, c'est celle des cours de police et de lutte contre le terrorisme. À part ça, nous avons aussi des formations pour les gardes du corps. La troisième propose des cours de sécurité civile qui apprennent, entre autres, à affronter des désastres naturels et des incidents du type d'attaque terroriste. Ce sont les 3 types de formations que nous proposons généralement. Le marché de la sécurité privée et des gardes du corps est en pleine expansion en Chine. Les milliardaires, les millionnaires et les gens d'affaires puissants ont besoin de plus de protection. Et parfois, les gardes du corps deviennent les symboles du statut particulier et du prestige de ces riches individus. Les entreprises de sécurité privée n'ont été légalisées par la loi chinoise qu'en 2010. Avec 4 millions de millionnaires aujourd'hui en Chine, ce qui place le pays en seconde position derrière les États-Unis, les riches entrepreneurs, les vedettes du cinéma et les autres membres de l'élite ont commencé à louer les services de garde du corps privés. Et le secteur peut encore largement se développer. Aujourd'hui, il y a environ 6 000 entreprises de sécurité accréditées dans le pays, avec 4,3 millions d'agents de sécurité et un revenu annuel pour l'ensemble de l'industrie
estimé à environ 40 milliards de yuan, ce qui équivaut à 6,2 milliards de dollars américains. L'industrie de la sécurité en Chine se développe progressivement et tout spécialement dans le domaine de la protection des personnalités sur le marché des gardes du corps. L'industrie en est toujours à une phase initiale. Nous prodiguons des formations de sécurité professionnelle à des entreprises de sécurité à travers toute la Chine. Nous assurons aussi des leçons spéciales à des gardes du corps professionnels en fonction de leur qualification et de leurs responsabilités. Parmi les clients de M. Sin, on compte des représentants du gouvernement, de grandes entreprises, des personnalités en visite en Chine et de grandes fortunes du pays. C'est le site d'entraînement d'une autre entreprise, l'agence de sécurité Bojing, dans la banlieue de Beijing. Ici, on y voit les agents se concentrer sur le combat à main nue plutôt que sur l'entraînement avec armes à feu ou le kickboxing, la conduite tactique et les arts martiaux. En tant qu'étranger, je ne suis pas autorisé à pénétrer dans cet espace qui se trouve sur une zone militaire. La demande de sécurité privée et de garde du corps augmente au rythme de la croissance économique chinoise. Les agents de sécurité privée et les gardes du corps interviennent là où la police est défaillante. Nous protégeons nos clients avant que quelque chose n'advienne, alors que la police n'intervient qu'après l'accident. Nos activités peuvent réduire la charge de travail de la police. Le potentiel de cette industrie est énorme. Il existe un grand besoin de garde du corps professionnels et nous en mettons à disposition au bénéfice de l'ensemble de la société. La Chine est globalement un pays sûr où les crimes violents sont relativement rares. Cela est largement dû au fait qu'il est très difficile d'accéder aux armes à feu dans le pays. Mais la situation peut devenir plus dangereuse au fur et à mesure de l'enrichissement personnel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur notre antenne.